Alors, merci à tous ceux qui se joignent à nous pour le webinaire d'aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les agences de financement de Cochrane Canada, sans lesquelles ces webinaires, ainsi que les activités de formation, les revues systématiques et le renforcement des capacités ne verraient pas le jour. Merci aux IRSC pour leur support. J'aimerais aussi remercier PAHO, qui donne si gentiment accès aux logiciels utilisés pour les webinaires. Et un remerciement spécial à Louis-Gabriel Cuervo, qui produit des vidéos pour les webinaires. Alors, sans plus attendre, j'aimerais présenter le webinaire à propos de la présentation qui suit. Donc, posons les bonnes questions dès le départ, établir une question pour votre revue Cochrane. Donc, Ginette Mburu-Aziza est titulaire d'un PhD en kinésiologie. Elle est chargée d'enseignement à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval depuis 2005. Elle est responsable de 2 cours au premier cycle, dont les objectifs sont liés à la recherche documentaire et à l'introduction aux méthodes de recherche en sciences infirmières. Elle est membre du groupe de formateurs pour le Centre canadien Cochrane local de Québec depuis 2012. Ginette participe actuellement à 3 projets de recherche pour lesquels elle a élaboré la stratégie de recherche documentaire, dont une revue systématique et un scoping review. Alors, Ginette, maintenant, je vais vous laisser la parole. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter pour nous aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Karine. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez essayer de mettre un émoticône si tout le monde m'entend bien. Bon, c'est parfait. Donc, je vais commencer la présentation qui est la base donc du début d'une revue systématique, définir la question de recherche appropriée à votre revue. Donc, ce webinaire fait suite à 2 précédents webinaires, donc un qui parlait de l'introduction, donc qui présentait la collaboration Cochrane, et un autre la semaine passée qui présentait les étapes d'une revue systématique Cochrane. Donc, vous savez déjà que une revue systématique Cochrane est une revue différente des autres revues systématique par son processus plus rigoureux et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce processus, donc la collaboration avec le groupe de recherche Cochrane auquel vous êtes affilié pour produire une revue systématique. La question est donc la première étape de la réalisation d'une revue Cochrane. Elle est la base et elle doit être appropriée au type de revue qui est à réaliser. Aujourd'hui, on reverra en bref les différentes étapes et on verra plus précisément les éléments à considérer lors de l'élaboration de la question relative à la recherche de la documentation nécessaire pour effectuer la revue systématique. Les différentes étapes d'une revue, donc on commence par formuler la question de recherche qui permettra donc de définir les critères d'éligibilité et de planifier donc les méthodes pour la recherche de la documentation. Et donc ces étapes-là vont permettre de publier le protocole. Par la suite, on a la recherche des études, la sélection des études, l'extraction des données, la recherche des risques des biais dans ces études-là, pour nous emmener donc au sommaire des résultats par leur interprétation, ce qui nous permettra donc de publier la revue et bien sûr la mise à jour de la revue qui se fait à peu près aux 2 ans. Ce qu'on va survoler aujourd'hui, donc, c'est la question de la revue à proprement parler, les composantes de la question, et vu que la question a une implication sur la production du protocole, on verra qu'est-ce qu'il faut inclure dans le protocole. Les types de questions de recherche adaptées pour une revue systématique Cochrane concernent surtout l'efficacité des interventions ou leur efficience. Elles peuvent aussi porter sur la précision d'un test diagnostique, d'un pronostic ou des revues systématiques de type méthodologique. Les questions qui ont rapport à l'incidence des maladies ou la prévalence des maladies ou même les associations des différents facteurs vont être plus traitées lors des revues de littérature standard ou pour une association, par exemple, la réalisation d'une étude primaire.
Si on passe à la question standard, donc les questions standards de type Cochrane, elles sont standardisées en fonction de l'intervention qui est à évaluer et qui est toujours relative à un problème de santé. Donc, vous avez des exemples comme l'utilisation d'antibiotiques pour la bronchite aiguë ou les interventions au sein des communautés pour augmenter l'activité physique. Aujourd'hui, on mettra donc l'accent sur les revues qui portent sur l'efficacité ou l'efficience des interventions en rapport à un problème de santé, mais on précisera donc ces points un peu plus tard. On va passer donc plus spécifiquement à la définition de la question, comme on l'a dit, qui est la première étape du processus. La question permet de préciser des critères d'éligibilité qui servent de base à la stratégie de recherche ainsi que pour la collecte et l'analyse des données. Puisque la question est essentielle pour la planification de la recherche documentaire, il est important que vous soyez clair à propos du sujet de recherche pour la revue, car elle va définir la plupart en tout cas les premières étapes, notamment les critères d'éligibilité, donc à savoir quelles sont les études qui vont être incluses et exclues de la revue. Elle va permettre également de déterminer la stratégie de recherche, donc le genre d'études que vous comptez examiner pour la revue. Par contre, si la question n'est pas assez claire, on risque de manquer les informations pertinentes qui pourraient qui sont dans le fond essentielles pour réaliser la revue, ou alors on va avoir beaucoup trop de littérature à examiner par ce manque de précision et on va avoir beaucoup donc de littérature qui serait peu pertinente. La question va permettre également de déterminer l'analyse des résultats de ces études-là, donc de savoir quels sont les résultats qui vont être à évaluer. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui sont spécifiques qu'on veut explorer et également de cibler les informations dont on aura besoin pour inclure les études dans la revue systématique. Donc, ce travail de réflexion doit se faire au départ pour déterminer tous ces paramètres. Ils vont aider non seulement à planifier la charge de travail pour réaliser la revue, mais également d'avoir une idée assez claire sur l'ampleur que la revue va prendre. Donc, ce travail va également éviter les billets. Donc, on verra un peu plus tard quel genre de billets on peut avoir à faire. Et en fixant donc de façon objective ces paramètres à l'avance, on va réduire le risque de biais, mais également on va éviter de prendre des décisions a posteriori qui pourraient donc influencer les résultats et à leur tour induire des biais. La question, elle est discuter lors des propositions avec le groupe de la revue Cochrane auquel vous êtes affilié en fonction donc du sujet que vous aurez à traiter. Et elle va être donc, cette question-là va être évaluée par le groupe lors de l'enregistrement du titre de votre revue. Par contre, c'est pas impossible d'apporter des changements en cours de route car il peut y avoir des obstacles à la réalisation de la revue, donc il faut se réorienter. Mais c'est clair que ce point-là doit être discuté dès le départ avec le groupe de la revue Cochrane. Comment planifier les objectifs de la revue? Donc, c'est important de penser à l'importance et à la pertinence de la question, les effets de la pathologie par exemple, ou l'impact des interventions et de leurs effets. Donc l'importance du problème à traiter devrait interpeller également les consommateurs, les décideurs politiques, en plus des professionnels de la santé qui sont les premiers visés. C'est vraiment important de considérer l'aspect politique donc des gestionnaires et des décideurs et des consommateurs. La question doit refléter un choix réel en termes de prise de décision et présenter des options qui sont possibles pour les interventions au niveau du traitement et préciser également, elles doivent déjà interpeller, en tout cas mettre à l'avant quels sont les outcomes qui vont être mesurés, donc qui vont influencer ces choix-là. Lorsqu'on considère par exemple une nouvelle intervention, est-ce qu'on veut la comparer on la considère en elle seule ou on veut la comparer à un placebo ou à une autre intervention ou à toute autre intervention ou traitement possible. Donc,
tout va dépendre des effets que vous aurez à mesurer. Je vais de temps en temps utiliser outcome ou effet à mesurer. Je trouve que résultat, la traduction est assez, en tout cas, elle ne m'interpelle pas assez, donc je parle plus souvent de outcome. Il faut aussi prendre en compte la perspective internationale parce qu'on sait que les revues Cochrane sont utilisées et ont un objectif d'être d'uniformiser les pratiques, donc d'aider toute la communauté autour des interventions donc en santé. Donc la perspective internationale doit être présente. Donc les effets d'une pathologie, on sait par exemple qu'ils peuvent varier d'un pays à l'autre, d'une population à l'autre en fonction donc des contraintes géographiques, des contraintes économiques, des contraintes qui sont liées aux normes sociétales, etc. Donc, ces interventions-là peuvent différer en fonction du système de santé qui est en place. Donc, en bref, dans une revue systématique, on doit avoir en tête l'aspect international et le considérer dans l'interprétation des résultats de la revue. Maintenant, la question en elle-même, est-ce qu'elle doit être large ou elle doit être ciblée? Tout dépend bien sûr des objectifs de départ que vous avez. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Par contre, le groupe de revue avec lequel vous travaillez peut avoir une préférence en fonction, donc peut vous orienter vers une question plus large versus une question ciblée en fonction du type de revue qui a déjà été publiée sur le sujet, puisque votre groupe de revue a généralement une idée assez précise sur ce qui est déjà traité sur ce sujet-là. La question ciblée a ses avantages, donc elle est facile à écrire, elle est facile à lire, elle est facile à mettre à jour. Et par contre, elle peut demander des multiples revues, donc plusieurs points spécifiques à traiter. Et bien sûr, elle va demander des critères qui vont être beaucoup plus spécifiques, donc qui vont être beaucoup plus sélectifs. La question plus large va être beaucoup plus compréhensible parce qu'elle va traiter de différents aspects qui composent le problème. La généralisation va être plus facile. Par contre, les désavantages, c'est qu'elles sont plus complexes, elles sont plus difficiles à mettre à jour et elles peuvent ne pas tenir compte des effets des sous-groupes. Donc, on peut ne pas pouvoir réaliser d'analyse de sous-groupes à cause de l'hétérogénéité dans le fond des études qui vont être à traiter. Donc, les questions plus larges ont d'autres désavantages comme elles vont pas être applicables pour des populations plus précises. Elles vont prendre beaucoup plus de temps également et elles posent des défis au niveau de la synthèse et de l'interprétation des données ou également à cause donc de cette hétérogénéité. Dans des exemples de questions plus larges versus des questions plus ciblées, si on prend par exemple des interventions reliées à la douleur de l'épaule, on peut considérer des interventions comme l'injection des stéroïdes, la physiologie, l'exercice ou la médication pour les relaxants. Donc, plus il y a d'études, plus ça va être difficile et plus ça va être difficile de faire la mise à jour. On peut aussi gérer plusieurs revues en même temps, donc de prendre plusieurs revues puis faire des overviews. Donc, pour chacun de ces types de revues, il y a des informations supplémentaires que vous pouvez retrouver dans le chapitre 22 du guide. Donc, on va passer proprement aux composantes de la revue. Je voulais dire les composantes de la revue systématique, excusez-moi, de la question. Donc, les composantes d'une question sont sous l'acronyme PICO. Est-ce que plusieurs personnes ont déjà entendu ou utilisé le PICO? Vous pouvez utiliser les émoticônes. OK. Donc, il y a
il y a quand même quelques personnes qui savent qu'est-ce que c'est le PICO. Donc, le PICO, c'est l'élément qui est le premier élément qu'on va écrire avant d'écrire la question en elle-même parce que elles vont permettre de cibler tous les éléments pertinents pour écrire la question de recherche, donc faire la recherche et élaborer le titre de la revue. Donc, il faut définir le PICO le plus clairement possible. On parle de PICO de façon générale, mais il y a des variantes. On peut travailler également avec un PICOS. À ce moment-là, c'est de spécifier quel est le type d'étude, donc le study design. On peut également travailler avec un EPICO. Ça, c'est spécifique pour des revues qui vont évaluer les recommandations de recherche. Donc, le E va faire référence aux évidences et le T à la fin va relater donc la date par rapport à l'évaluation de ces recommandations. Donc, lorsqu'on fait un PICO, on doit définir chacun des éléments qui le constituent, la population d'intérêt, l'intervention ou le groupe d'intervention qui est attesté, les interventions qui sont à comparer, les effets mesurés donc avec les outcomes, si on veut déterminer une intervention plus efficace que l'autre. Donc, le PICO va nous permettre, en bref, de cibler ce qui nous intéresse, d'explorer les variations pour chacune des composantes. Et donc, on va aller voir spécifiquement maintenant chacune des composantes du PICO et quelques variations, parce que ce serait très simple si on avait juste à définir le PICO, mais il y a toujours des variations au niveau de chacun des éléments. La population. Donc, la population qui est le premier élément du PICO, doit être définie clairement afin d'identifier la population cible, donc de définir les caractéristiques importantes qui la décrivent. Le niveau de précision va dépendre bien sûr de l'objectif de la revue et du sujet, mais il doit refléter les études à inclure et à exclure, et ici on fait donc un rappel aux critères d'éligibilité. Par exemple, si la population d'intérêt est spécifique à un critère diagnostique du cancer du sein ou des marqueurs génétiques, il faudra les décrire plus spécifiquement et il faudra prendre en compte le diagnostic idéal qui n'est pas utilisé partout ou disponible partout également, et que si on prend un diagnostic qui est idéal et qui est assez récent, ben on va écarter les études antérieures qui ne pourront pas faire partie de la revue. Par contre, si on cherche à travailler avec un groupe plus large, avec des personnes qui ont des problèmes de santé, n'importe quel stade de cancer ou une population en santé, on aura moins de détails à fournir. Donc, importe les limites que vous vous posez, il faut simplement qu'elles soient transparentes et que ce soit clairement précisé avec qui vous comptez travailler. L'autre élément à considérer, c'est une fois que les critères et les limites, donc les critères d'éligibilité sont définis, on peut également identifier d'autres différences à explorer, mais il va falloir que ce soit clairement établi dans le protocole. Donc, des fois, on doit faire attention au type de population avec lesquelles on peut travailler. On peut avoir des populations mixtes, par exemple, des études dans lesquelles on a quelques groupes de participants ou des sous-groupes qui vont satisfaire aux critères. Donc, si on veut travailler avec une population âgée de 16 ans, donc on cible un groupe d'âge précis, alors que dans la plupart des études, on se retrouve à avoir un intervalle entre 14 et 18 ans. Donc, on a plusieurs options à considérer. Donc, les trois options sont d'inclure l'étude de façon intégrale, d'inclure seulement les sous-groupes qui répondent à ces critères ou d'exclure l'étude. Si on a à inclure l'étude de façon intégrale, on peut se fixer par exemple un seuil, un cut-off qu'on appelle. Donc, ce qui signifie que certains participants qui ne répondent pas à ces critères vont être inclus. Donc, on va perdre toutes les informations sur les participants qui répondent aux critères. Donc, on peut sélectionner un seuil et de dire, bon, ben, on va inclure les études si on a au moins 80% de la population qui répond à nos critères. Si on décide d'inclure seulement les sous-groupes qui répondent à nos critères, ici,
on ne garantit pas qu'on va avoir toutes les informations pertinentes à ces participants non admissibles. Donc, les informations détaillées sur lesquelles les participants ont rencontré les critères d'inclusion et les résultats distincts pour les participants peuvent ne pas être disponibles. À ce moment-là, on vous suggère donc de contacter les auteurs afin d'obtenir donc des informations qui sont spécifiques au sous-groupe que vous comptez traiter, mais vous n'avez pas la certitude que les auteurs vont pouvoir vous fournir ces données-là. Enfin, si on décide d'exclure l'étude, on risque, donc on écarte le risque d'inclure des informations qui sont inexactes pour les participants inéligibles. Et à ce moment-là, donc, il y a un avantage, on exclut donc tout ce désavantage-là. Donc ici également, c'est important de préciser dans le protocole comment vous allez gérer les études où seulement une partie des participants répondent aux critères d'admissibilité et surtout lorsque vous savez s'il y a beaucoup d'études mixtes dans votre domaine. Donc les domaines où on retrouve notamment plusieurs études mixtes, on a par exemple les chirurgies de remplacement où on va se retrouver souvent avec des données qui vont combiner remplacement de la hanche et du genou par exemple. Donc à ce moment-là, on peut se donner un seuil de coupure, comme on l'a dit précédemment, ou alors sélectionner un groupe d'âge. Donc, Ginette? Oui. Pardon, on a une petite question ici. Oui. Donc, Stéphanie Besnard demande, mais on a parfois ce genre d'informations, donc avec des populations mixtes, Oui. lorsqu'on fait la lecture de l'article et donc a posteriori. Alors, est-ce qu'on doit redéfinir le PICO alors? Oui, à ce moment-là, mais dans le fond, le PICO, vu qu'on aura refait parce que le PICO, il faut se rappeler qu'il est au tout début, là. Donc lorsqu'on se retrouve à avoir des décisions à prendre a posteriori, c'est sûr qu'on a une recherche documentaire à refaire. Oui, indirectement, on redéfinit le PICO et à ce moment-là, si ces critères a posteriori sont suffisamment importants, on se doit peut-être de réajuster le protocole parce qu'à ce moment-là, la revue n'est pas terminée et tout ça se fait en collaboration donc avec le groupe qui nous pilote, le groupe de revue Cochrane qui nous pilote à ce moment-là, mais on a effectivement le droit de le faire a posteriori. Mais on demande justement d'y penser avant pour ne pas avoir à faire ces constats a posteriori. Et on évite également de faire ces constats a posteriori parce que le processus de PICO est assez itératif dans le fond. Lorsqu'on l'a fait, on fait des tests on commence la recherche documentaire avant de publier le protocole et normalement on se rend compte de ces changements-là à ce moment-là. Est-ce que je réponds à la question? Oui, allez-y. OK. Parfait. Pardon, je pense que vous avez bien répondu. Maintenant, il y avait juste une autre petite question, si je peux me permettre. Est-ce qu'il faut le dire dans le protocole? J'imagine que l'on a redéfini le PICO. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le fond, ça dépend de l'ampleur. Ça va être le groupe de revue qui va déterminer si on a à redéfinir. Le PICO, de toute façon, oui, vous avez à le redéfinir à ce moment-là. Mais est-ce que ces éléments-là, il faut qu'ils soient transparents? Donc, ça dépend du stade où est-ce qu'on est dans la publication du protocole. Parce que si il n'est pas encore publié, à ce moment-là, ces éléments-là doivent être transparents dans le protocole. Mais s'il est publié, ça va être avec le groupe de revue qui va définir est-ce qu'il faut republier un protocole en fonction de ces changements-là qui ont été observés, puis que des éléments à prendre en compte pour la population. Ça peut être pour la population ou l'intervention ou les mesures. On va voir qu'il y a des variantes également pour les autres éléments à considérer dans le PICO. Est-ce que ça répond à la question de Albert? Albert n'a pas répondu. Ah, il est en train de répondre. Parfait.
Au niveau de la population, il faut considérer également les notions d'équité, les questions économiques également, et bien sûr les effets secondaires également, parce qu'on se rappelle des objectifs des revues systématiques Cochrane. Là, donc la notion d'équité est beaucoup mise en avant. Donc les revues, elles cherchent à être pertinentes au niveau international et dans tous les contextes. Donc c'est ce qui réfère à l'équité. Donc c'est important de considérer la question par rapport aux différents types de personnes qui pourraient être touchées. Donc à ce moment-là, on peut avoir à planifier des méthodes d'analyse qui vont être supplémentaires. Donc si ça modifie les analyses qu'on avait pensées au départ. Et pourquoi donc considérer ces notions d'équité par rapport à la prévalence et le progrès qui est effectué donc au niveau des interventions, au niveau des différents effets donc des interventions et au niveau des résultats également. Si on prend par exemple la prévalence, un traitement simple comme des antibiotiques pour les maux de gorge va avoir un impact qui va être moins grand dans les des pays développés, alors que l'impact peut être plus important dans des pays qui sont à revenus faibles, par exemple, où on va avoir un risque d'une progression, par exemple, vers un rhumatisme articulaire aigu avec des conséquences graves et qui vont donc modifier les conclusions de cette intervention-là au niveau de la revue systématique. Au niveau des différents effets ou de la sécurité, on a par exemple certaines interventions qui peuvent être différentes selon le contexte culturel, des interventions par exemple liées à la communication ou à l'éducation de la population. Donc il peut y avoir des différences biologiques également sur les effets des interventions par rapport au groupe ethnique, par rapport au sexe ou par rapport simplement à l'enfant versus l'adulte. Les différences au niveau des résultats d'importance. On a par exemple des interventions chez les enfants, les étapes de développement où la fréquentation de l'école peuvent être importants et ça s'applique pas aux adultes. On peut avoir également besoin de résultats différemment traités selon les populations. Si on prend par exemple la mesure de la douleur chez le nouveau-né où on va avoir des tests qui vont être spécifiques et des traitements qui vont être beaucoup plus spécifiques, ou simplement le coût des interventions par rapport au système qui est en place, est-ce qu'il y a des assurances santé ou simplement la mise en œuvre des interventions par rapport aux ressources en place. Ça peut être également la durée du traitement, la différence entre un milieu rural pour l'accès au traitement versus un milieu qui va être beaucoup plus urbain. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut prendre en compte les notions d'équité et de population spéciale, mais ces facteurs-là ne vont pas faire partie des critères d'admissibilité des études. Par contre, elles vont vous aider à tenir compte des autres aspects de la question et de l'implication de votre question donc dans la planification de la revue systématique. On va passer maintenant donc aux différents types d'interventions à considérer. Donc, encore une fois, les interventions, elles vont être en fonction de l'objectif de la revue, mais il peut y avoir des grandes variations en fonction du type d'intervention. Donc, vous en avez plusieurs qui sont à l'écran. Donc, ce qu'on aura besoin, c'est de décrire l'intervention de manière suffisamment détaillée pour distinguer l'intervention d'intérêt de celle qui ne reflète pas les objectifs de la revue systématique. Donc, si votre revue traite d'un sujet très précis comme la dose spécifique d'un médicament, il va falloir être très précis. Si on traite d'un sujet plus général comme une classe de médicaments, une intervention plus complexe ou des interventions multiples, donc des co-interventions, les critères peuvent être moins détaillés parce qu'à ce moment-là, on s'attend que dans la littérature, il y ait une certaine variation. Donc, ça va laisser une certaine latitude, une certaine marge de manœuvre.
Par contre, on doit être en mesure d'identifier clairement les facteurs communs qui déterminent si chacune des études quelles seront les études qui vont être incluses ou exclues de la revue. Donc, par exemple, la dose minimum d'efficacité d'un traitement ou la durée d'un traitement ou les composantes qui sont essentielles aux interventions qui sont complexes dans le cas d'interventions complexes. Les détails importants à considérer dans l'intervention sont l'intensité d'administration, donc les diverses voies d'administration, la fréquence, le moment, la durée d'intervention, les équipements requis, le personnel, le lieu, le contexte, les co-interventions, donc des interventions qui sont plus complexe, donc qu'on appelle plus complexe. Donc, en fonction de l'objectif de la question, il faut réfléchir sur les avantages et les inconvénients d'inclure des études qui testent votre intervention en combinaison avec d'autres interventions. Si on est intéressé par un effet direct, par exemple la physiothérapie pour réduire les douleurs à l'épaule, il va falloir choisir des études qui ne traitent que de la physiothérapie, des études qui vont traiter de la physiothérapie et en conjonction avec l'utilisation des analgésiques, par exemple, vont biaiser vos résultats parce que les effets qui vont être mesurés dans ces études-là vont être conjoints à la physiothérapie et à l'utilisation, donc, l'effet des analgésiques. Donc, il faut penser à ces éléments-là. Donc, c'est important d'être aussi clair que possible, surtout au niveau des interventions complexes. L'exemple que je vous donnais, donc les programmes de réadaptation, les interventions éducatives sont souvent complexes également, les comportementales également, les interventions à base communautaire également. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on a des interventions qui sont complexes, elles sont souvent très peu décrites dans la littérature, donc ce qui va rendre plus difficile l'interprétation ou simplement la mise en œuvre de ces interprétations-là, puisque si l'objectif c'est de voir l'efficacité d'une intervention par rapport à une autre et qu'on veut la suggérer comme étant efficace, il faut que ce soit clair dans la revue pour qu'elle soit donc transférable. Donc, de façon générale, les facteurs à considérer dans les différents types d'interventions, c'est de voir, de comprendre quelle est l'intervention qui va être celle d'intervention contrôle versus les interventions, donc les comparatifs par rapport à l'intervention d'intérêt et les différentes variations, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le dosage, l'administration, etc. Et également de voir lorsqu'il y a co-intervention, qu'est-ce qu'on fait avec ces études-là, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les exclut, si on inclut également des interventions qui parlent de l'intervention d'intérêt, mais qui sont combinées également à des co-interventions. Donc, pour être un peu interactive, est-ce que vous avez d'autres éléments qu'on doit considérer dans les facteurs, quels sont les autres facteurs à considérer lorsqu'on définit les interventions? Est-ce que vous avez une idée? Dans le fond, c'est simplement un rappel pour revenir sur les éléments que j'avais cités tout à l'heure. Donc, vraiment, les interventions les facteurs à considérer sont vraiment de savoir l'intervention d'intérêt versus les autres, les différentes variations et les études où est-ce qu'il y a une co-intervention et comment traiter ces études-là. Donc, c'est vraiment les points qu'il faut considérer pour les interventions. Donc, si je répète, c'est vraiment l'intervention expérimentale versus de contrôle, donc celle qui est d'intérêt. Les différentes variations, notamment le dosage, l'intensité, la durée, le mode d'administration, comment traiter les études qui traitent d'une partie de l'intervention et de dire si on inclut ou on exclut les études qui traitent de l'intervention d'intérêt et qui sont des interventions multiples.
Pour les interventions, il va falloir également considérer le lieu et le contexte. Encore une fois, on a cet aspect international-là des revues Cochrane, donc c'est de s'assurer qu'elles peuvent être applicables dans une variété de que les recommandations ou les conclusions peuvent être applicables dans une variété de contextes. Donc les facteurs à envisager, c'est si l'intervention est disponible dans tous les contextes ou si cela dépend de l'équipement spécialisé lui-même qui peut ne pas être disponible. Si on a des appareillages coûteux, par exemple, ben, est-ce qu'ils vont être utilisés dans des pays en voie de développement, par exemple, ou si c'est des interventions simples comme l'utilisation de l'eau courante, par exemple. Est-ce qu'il y a des compétences par rapport à l'usage donc de cet équipement-là, une formation que doit requérir, que le personnel chargé de l'intervention devra avoir. Est-ce que les personnels différents mettront en œuvre l'intervention dans différents contextes? Si l'intervention est acceptable dans tous les contextes culturels, est-ce que c'est applicable de la même manière également? Et la question des coûts, si elle est abordable pour des personnes qui ont des revenus versus celles qui n'en ont pas, les différents systèmes donc de santé par rapport au système d'assurance ou des systèmes collectifs plus généraux. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'intervention avant qu'on passe aux comparaisons? Lors de la discussion des résultats, doit-on aborder tous les systèmes de santé quant à l'applicabilité des résultats ou c'est au lecteur de l'interpréter? Ben, je vous dirais que dans la revue systématique Cochrane, il faut être le plus transparent possible. Donc, si on pense que l'applicabilité des résultats ne peut se faire que dans un contexte, il va falloir vraiment que ce soit clair que ces résultats-là sont applicables dans seulement un contexte. Mais d'un autre côté, si on ne considère qu'un contexte, ben ça va être clair dans les objectifs de la revue également. Et à ce moment-là, il y aura pas de surprise parce qu'on peut décider, par exemple, de faire la comparaison sur une intervention qui est une intervention assez récente et à ce moment-là, d'emblée, on va exclure les pays qui n'utilisent pas cette intervention-là et donc toute la revue de littérature. À ce moment-là, oui, c'est généralisable dans un contexte. Tout est toujours généralisable, mais dans un contexte, c'est toujours les contraintes qu'on établit au départ qui font qu'on peut l'appliquer. Donc, elle va être généralisable pour ceux qui utilisent cette intervention-là, mais elle ne va pas être généralisable à large à ce moment-là. Est-ce que je réponds à la question d'Albert? Parfait. Donc, on va passer à la comparaison. Elle est également basée donc sur les objectifs de la revue. Donc, la comparaison va être faite en rapport à l'intervention d'intérêt et ça doit être clair dans les objectifs. Donc, on doit la définir, elle doit être claire et elle doit donc faire apparaître les études qui vont être incluses. Donc, au niveau de la définition, on va comparer l'intervention à une alternative ou plusieurs alternatives. Donc, un médicament plutôt qu'un autre, un professionnel de la santé par rapport à des interventions, par exemple, menées par les pairs pour des maladies mentales. Donc, le professionnel versus l'aspect communautaire. Ce qui est important ici, c'est de se rappeler que les comparaisons doivent être décrites autant que les interventions. Donc, on peut être intéressé par les effets de la caféine par rapport à toute autre intervention ou pas d'intervention du tout. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de spécifier la comparaison dans les critères d'admissibilité. Par contre, dans l'autre cas, il va falloir les préciser. Si l'objectif est de comparer l'intervention contre une autre intervention, c'est important de spécifier au niveau de l'autre intervention parce qu'on peut avoir différentes comparaisons, notamment une comparaison contre inactif, donc ne rien faire, ou le placebo,
ou les soins habituels, par exemple. Et on peut se rappeler, par exemple, que les soins habituels peuvent varier d'une étude à l'autre. Donc, il faut vraiment bien décrire si on compare à des soins habituels, donc usual care, ben, il faut s'assurer que comment on comprend le usual care, puis le décrire à ce moment-là, il va falloir que ce soit spécifique. Donc, il faut examiner attentivement les différences et vérifier donc celles qui vont être applicables dans la revue. Il faut prendre également en considération les choix qui s'offrent aux personnes qui prennent donc les décisions. Donc, quelles sont les options disponibles dans les différents contextes. Et il faut voir est-ce qu'on a des interventions qui sont obsolètes. À ce moment-là, s'assurer de ne pas les inclure. Donc, si votre vue est large, vous pouvez choisir d'inclure des comparaisons des études qui comparent votre intervention à toute autre intervention possible ou à une seule intervention si elle est plus précise. Mais l'important, c'est de s'assurer que c'est clairement, que ça ressort clairement donc dans le protocole. On va passer aux résultats maintenant. Les résultats, normalement, ne font pas partie, donc ne permettent pas de préciser des critères d'éligibilité, sauf dans certains cas, et notamment des études qui ont rapport à la prévention, par exemple. Donc, les résultats ou effets mesurés, donc, ne doivent pas faire partie des critères d'éligibilité. Les études qui mesurent les résultats d'intérêt sont toujours incluses dans les revues, même si elles ne peuvent pas contribuer à l'analyse de ces résultats. Donc, c'est vraiment important d'inclure ces études-là afin de présenter un portrait global de la littérature. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler des différents biais qu'on retrouve dans la littérature? Si oui, si vous pouvez les nommer. Il n'y a personne qui réagit. Ici, la notion de biais est assez importante parce que vous avez sûrement entendu parler au moins des biais de publication. Donc, les biais de publication, c'est des études avec des résultats positifs ou importants qui sont plus susceptibles d'être publiées dans la littérature plutôt que des études qui emmènent des résultats non significatifs ou négatifs. Donc, les résultats, les études avec des résultats positifs ou importants sont plus susceptibles d'être entièrement rapportées dans un document, ce qui signifie qu'ils sont plus disponibles et pour être inclus dans votre revue. Donc, compte tenu de cela, c'est important de considérer la possibilité que vos résultats d'intérêt ont pu être mesurés dans une étude, même s'ils ne sont pas rapportés. Si on exclut ces études sans les explorer, on court donc la chance d'introduire un biais. Pour éviter cela, donc, il faut inclure des études qui rapportent de ces résultats, même si elles ne les traitent pas, et on peut obtenir plus d'informations sur ces résultats-là en communiquant avec les auteurs donc, de ces études-là. Dans certains cas, c'est approprié donc d'inclure les résultats dans les critères d'admissibilité et dans ce cas, c'est des études des revues systématiques qui portent notamment sur la prévention. Donc, dans ce type d'études-là, on peut avoir des résultats de prévention et également du traitement. Donc, pour les interventions qui ont de nombreuses applications, on peut spécifier dans la revue que ça couvre un domaine spécifique. Donc, encore une fois, que les résultats fassent partie ou non des critères d'admissibilité, ils doivent être clairement énoncés dans le protocole. Dans les résultats, dans le fond, on va avoir une idée générale de nos résultats dans le processus itératif de la réalisation de la question parce qu'on va tester le PICO pour aller chercher la littérature qui va être pertinente. Donc, pour avoir une idée vraiment, est-ce que ce qu'on a idée qu'on va avoir, c'est vraiment ce qu'on va obtenir dans la littérature. Donc, normalement, on a, avant la publication du protocole, une idée quand même assez générale et puis de plus en plus claire, même, je vous dirais, sur
sur le genre de résultats qu'on va avoir. Donc, les résultats vont dépendre selon la pertinence, leur pertinence par rapport à la population. Et il va falloir qu'elle reporte également les bénéfices et les effets indésirables. Et on peut également s'attarder sur le type de résultats, notamment les instruments et les résultats. On va éviter de se porter sur des résultats non représentatifs. De façon générale, même si les résultats ne font pas partie des critères d'admissibilité, on doit identifier les résultats qu'on prévoit examiner dans la revue. Donc, de prévoir, de rendre compte des résultats importants pour les décideurs, pour la population, mais également pour les gestionnaires. C'est important de prévoir à l'avance quels sont les résultats qu'on aura à examiner pour minimiser les biais de sélection des résultats lors de l'analyse. Généralement, on peut également avoir une idée des résultats quand il y a des groupes de recherche qui ont fait plusieurs études sur un sujet, par exemple le travail qui est effectué par le groupe Omerac sur les études en rhumatologie. Donc à ce moment-là, on peut profiter de ces normes-là et d'aller cibler les résultats qui vont nous intéresser. On peut également aller regarder donc les différentes revues pour voir quels sont les résultats clés qui ont été rapportés. C'est important, comme je vous disais également, d'inclure les effets indésirables. Au niveau des instruments, on peut envisager comment les résultats peuvent être mesurés, différents instruments validés ou publiés pour mesurer ces résultats-là. Donc, on peut avoir une variété d'outils pour mesurer un même aspect. Donc, si on pense par exemple à l'IMC, on peut avoir plusieurs outils, donc il va falloir penser, est-ce qu'on prend toutes les études qui mesurent ou on va simplement se baser sur une seule mesure. On peut également, au niveau des résultats, spécifier le moment important de la mesure. On a des études, par exemple, sur la densité osseuse où l'intervention la mesure post-intervention peut varier de quelques semaines à plusieurs semaines. À ce moment-là, on peut cibler une période, et s'il y a plusieurs périodes, se dire on va prendre 3 périodes et on va pouvoir mélanger des périodes. On peut par exemple prendre les mesures qui vont être effectuées à 2 semaines. Si on a des mesures à 2, 3, 5 et plus que 7 semaines, on va envisager de faire des catégories. Donc des résultats à court terme, donc jusqu'à 2 semaines, des résultats à moyen terme et des résultats à plus long terme. Donc avec des catégories comme ça nous permet d'aller chercher tous ces résultats-là et de les inclure et de les traiter donc de façon beaucoup plus globale. Donc, sélectionnez les résultats basés sur les informations que vous pensez importantes, non pas en fonction de ce qu'on retrouve dans la littérature, mais en fonction de l'importance par rapport à votre sujet. Donc, si on est intéressé, par exemple, à traiter de l'effet qui va être la mortalité, c'est un résultat à long terme et à ce moment-là, c'est pas recommandé de prendre des résultats de substitution parce que c'est difficile d'obtenir des résultats à long terme. À ce moment-là, on travaille avec qu'est-ce qu'on a dans la littérature et on rapporte que il y en a peu et on a travaillé avec le peu d'études qui reportaient par exemple la mortalité. Mais on peut également décider de prendre les autres et la mortalité. Donc à ce moment-là, ça modifie un peu notre stratégie de recherche, mais l'important, c'est que ce soit transparent et que vous ayez l'accord donc de votre groupe de revue. Donc au niveau des résultats encore, c'est utile de vous aider à identifier les bons effets mesurés par les groupes, donc ce qu'on appelle les Core Outcomes Tests. Donc c'est dans certains domaines, vous avez des groupes d'études qui ont fait des recherches et qui permettent donc de cibler ces résultats importants-là. Deuxième point, c'est important de prendre en compte la possibilité que les études incluses seront
rendront compte de plusieurs résultats similaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les différentes tailles, les différents groupes qu'on pourra mettre en place, les effets à long, à moyen terme, ou alors de choisir un outil plutôt que la multitude d'outils pour mesurer qu'est-ce qu'on a à mesurer. Donc, en fait, on doit faire un rapport de tous ces résultats prévus dans le protocole, même si on ne trouve pas certaines études qui mesurent les résultats qui sont escomptés. Donc, la cueillette et le choix des résultats basés sur les bonnes données disponibles peut introduire un biais et rapporter que des résultats d'importance n'ont pas été mesurés de manière adéquate et également une conclusion utile. Donc, vous voyez ici, on évite justement les biais en donnant l'effet de ce qui est cas dans la littérature. Les différents résultats, comment est-ce qu'ils sont présentés? Dans le fond, j'ai choisi ici de les présenter en anglais, parce qu'on les retrouve généralement en anglais et la majorité de la littérature que vous aurez donc à éplucher va être en anglais. Généralement, on retrouve les termes primary outcome ici et secondary outcome, qui sont les termes qu'on retrouve le plus souvent. Par contre, tous les primary outcome et les secondary outcome, dans le fond, font partie des main outcomes. Donc, ce qu'on vous dit, ce que le handbook, dans le fond, réfère, c'est que on doit avoir un maximum de 7 main outcomes. Donc, les main outcomes sont les résultats, dans le fond, qu'on retrouvera au début de la revue systématique dans le tableau Summary of Findings. Et ces résultats-là, dans le fond, vont permettre de donner donc des recommandations. Les primary outcomes sont les résultats principaux donc qu'on veut traiter. Donc, normalement, ils doivent être au maximum de 3. Ça, c'est pour un objectif que ce soit réalisable, que la revue soit réalisable dans le temps escompté, donc à peu près 2 ans pour faire la revue systématique. Et ces primary outcomes doivent comporter au moins un effet indésirable. Donc, ceux qui ne feront pas partie des primary outcomes vont être les secondary outcomes. Et les secondary outcomes sont les résultats qui vont donc des résultats secondaires aux effets principaux qu'on veut regarder. Donc, on peut avoir plusieurs secondary outcomes, mais il va falloir donc bien cibler quels sont les primary versus les secondary outcomes. Est-ce que c'est clair pour les différents résultats? Donc, parfait. Donc, je vais continuer. Donc, au niveau des résultats également, il y a des résultats qui sont beaucoup plus spéciaux, donc qui peuvent emmener des traitements supplémentaires. Quand je parle de traitements, c'est des traitements statistiques ou des méthodes statistiques supplémentaires que celles qu'on avait prévues. Donc, c'est approprié d'examiner si les résultats importants pour votre revue intègrent certains de ces résultats. Donc, dans les revues Cochrane permettent un examen plus approfondi des types de résultats qui sont couramment rencontrés, tels que les effets indésirables et les questions d'équité. Donc, alternativement, vous pourrez intégrer des types de résultats spécialisés comme les données économiques ou des données qualitatives, donc qui sont un peu plus récemment ajoutées dans les revues systématiques, mais à ce moment-là, il va falloir que ça transparaisse dans votre protocole de recherche. Donc, l'examen de ces aspects, comme je vous disais, peut nécessiter une recherche systématique de la littérature supplémentaire et des méthodes d'analyse plus avancées. Mais vous pouvez avoir des informations supplémentaires, justement, avec votre groupe
de recherche qui va vous supporter dans la réalisation de votre revue. Et vous avez également des informations dans les chapitres 14, 15, 17 et 20 du Cochrane Handbook. Lorsqu'on parle des résultats, il faut prendre en compte également les différents devis des études qu'on aura à analyser. Donc, les devis vont dépendre de la question de recherche et par contre, il va falloir justifier pourquoi est-ce qu'on priorise tel devis plutôt qu'un autre ou 2 ou 3 types de devis. Généralement, bien sûr, on va utiliser des essais cliniques randomisés. Pourquoi est-ce qu'on utilise des essais cliniques randomisés? Est-ce que quelqu'un a une idée? Je vais prendre le temps d'attendre. Oh mon Dieu, je suis en train de dépasser mon temps, donc je ne prendrai pas le temps d'attendre. Je n'avais pas vu le temps passer, je m'excuse. Donc, on va prioriser les études cliniques randomisées parce que ce sont ceux qui vont éviter donc le plus de billets dans les revues systématiques. Mais on peut utiliser des essais non randomisés. Oui, tout à fait, il y a Chantal Bisset qui disait qu'on peut utiliser des essais cliniques randomisés parce qu'elles ont la plus haute preuve scientifique. Donc, les devis, c'est le type d'études qui va être utilisé, les études croisées, les essais cliniques, les études qualitatives, etc. C'est les différents types de devis. Donc, je vais être obligée de survoler les dernières acétates, mais j'ai presque terminé, mais il me reste juste 1 minute. Je ne sais pas si Karine, est-ce qu'il faut que j'arrête ou que... Oui, donc ce qui va se passer, c'est que l'enregistrement va se terminer, dans le fond, à 1 heure. Donc, peut-être, je ne sais pas si vous voulez prendre quelques questions vraiment rapidement. Oui. Et peut-être, je ne sais pas si certains points vraiment très importants des dernières acétates. Et Erin vient également de mettre le lien pour faire l'évaluation de la présentation. OK. Donc, il nous reste 1-2 minutes, quelques minutes. OK, parfait. Donc, pour transposer la question en titre, donc, dans le fond, comme on l'a dit, il y a toujours l'intervention par rapport aux problèmes de santé. Par contre, on peut décider de mettre l'accent sur chacun des éléments du PICO. Donc, par exemple, lorsque c'est important pour la population, le titre va référer par rapport à la population, dans ce cas-là, chez les prématurés. On peut également décider de mettre l'accent beaucoup plus sur l'intervention. Donc, on a cet exemple ici, ou sur la comparaison dans ce cas-là, ou dans le outcome. Donc, à ce moment-là, on doit le faire transparaître. Donc, on va passer le brassage d'idées. Ce qui est inclus dans le protocole, dans le fond, c'est la précision et le détail de ce qu'on a à faire et au niveau des méthodes, donc les critères d'inclusion et la collecte de l'analyse de données. Donc également, j'avais parlé un peu des sous-groupes si on a des analyses de sous-groupes à effectuer. Donc les règles qui déterminent les études devront être précises et claires et elles vont être basées bien sûr sur le PICO et c'est la transparence qui prévaut. Tout changement doit être clairement signalé. Et ce qu'on doit retenir, c'est que c'est important de réfléchir aux objectifs car ils vont nous permettre de gagner du temps. Donc, ils vont nous permettre d'élaborer un PICO qui est adéquat pour pouvoir prendre en compte tous les aspects qu'on a déterminés par rapport à la population d'intervention, les comparaisons ou les mesures à effectuer. Et donc, elles vont nous permettre de cibler la littérature, celle avec laquelle on va travailler, de celle qu'on va écarter. Donc, ces étapes faciliteront le développement de la stratégie de la recherche et de la collecte des données. Donc, merci. Et puis, désolée pour la longueur de ma présentation. Je vais maintenant aller lire les questions. Les essais cliniques randomisés sont cependant peu représentatifs de la vie réelle. Je suis d'accord avec le commentaire de Eric. Parce que il est vrai que un essai clinique randomisé, c'est un essai où il y a beaucoup de contrôle sur les différents aspects de l'intervention et de la mesure, mais c'est le seul moyen d'éviter les biais. Et il faut se dire que lorsqu'on fait une revue Cochrane, dans le fond, en choisissant des essais cliniques randomisés, même si elles sont peu représentatives de la vie réelle. Ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir donner
des conclusions ou des recommandations qui sont valides et qui sont donc reproductibles. Il faut aussi noter que lorsque on fait une revue systématique, de plus en plus on peut utiliser des essais qui ne sont pas randomisés, donc ça dépend du sujet qu'on a à traiter. On peut avoir à traiter donc des études croisées, des études avec des niveaux de preuves qui sont un peu plus faibles. Donc, est-ce que j'ai répondu aux questions de Eric? Ou en fait aux commentaires de Eric? Donc, merci énormément, Ginette. Je ne sais pas si on a le temps pour beaucoup d'autres questions. Donc, on a déjà dépassé le temps. Oui. Mais je pense que peut-être, ça peut être une bonne idée par la suite, par email, d'envoyer la présentation. Et peut-être s'il y a des questions en plus, on peut même, Ginette, peut-être que vous pourriez même y répondre par la suite par courriel, qu'on pourrait envoyer à toutes les personnes là, qui étaient présentes au webinaire. Merci énormément, Ginette, d'avoir présenté. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai pu éclairer l'auditoire. Oui, je pense que tout le monde a apprécié. Il y avait des tonnes de questions. Je pense qu'il y en a encore plus qui s'en viennent. Donc, tout le monde dit merci. Donc, une main d'applaudissement pour la bonne présentatrice. Merci beaucoup, beaucoup. Et merci d'avoir été là. À tout le monde. Merci. Merci tout le monde.